Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Appel à l'unité nationale, le président Salva Kiir invite les Sud-Soudanais à collaborer ensemble dans un esprit de tolérance, un discours d'apaisement selon les observateurs. En République démocratique du Congo, après les massacres de Beni dans l'est du pays, le bilan s'alourdit. Des attaques attribuées par les autorités aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Et puis, installation du premier centre d'appel indépendant, toujours en République démocratique du Congo, dénommé Congo Call Center. Il a pour objectif d'améliorer les services à la clientèle. Mais avant de développer ces titres, appel à l'unité nationale, sous les applaudissements d'une assemblée largement composée de partisans, le président Salva Kiir a prononcé un discours à la tonalité conciliante. Le président sud-soudanais a invité ses compatriotes à collaborer ensemble dans un esprit de tolérance. On l'écoute. Vous n'obtiendrez ce que les Sud-Soudanais attendent de vous que si vous vous unissez. De ce fait, j'invite tous les honorables députés à travailler ensemble dans un esprit de tolérance et de coopération. Vous ne pourrez pas accomplir ce que les Sud-Soudanais attendent de vous si vous ne faites pas de concessions. Aussi, je vous appelle à vous tolérer les uns les autres et travailler dans un esprit de coopération afin de répondre aux attentes dans les prochains mois. Le Gabon vibre au rythme de la campagne présidentielle. Ce dimanche 14 août, Jean Ping, candidat indépendant au scrutin du 27 août, était dans la région de Nzeng-Ayong. Face à ses militants, il s'est engagé à mettre les Gabonais à l'abri de la peur et du besoin. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Au lendemain de l'ouverture de sa campagne à l'intérieur du pays, le candidat indépendant à la présidentielle du 27 août 2016, Jean Ping, perçu comme un des sérieux prétendants au fauteuil, a tenu son premier meeting dimanche à Libreville. Au-delà de la rhétorique politique, à 73 ans, Jean Ping se présente comme un homme neuf et dit pouvoir mettre les Gabonais à l'abri de la peur et du besoin. C'est dans ce sens qu'il a partagé à ses militants les résolutions de l'opposition. Une opposition qui pourrait finalement présenter une candidature unique face au président sortant Ali Bongo Ondimba. Le peuple veut un candidat unique. Ils nous disent ceci à l'extérieur. Nous Français, nous Européens, nous Américains, si vous avez un candidat unique, nous pouvons vous aider. Mais si vous venez en ordre dispersé, tant pis pour vous. Ce message, nous l'entendons tous. Donc je crois que votre vœu va probablement ou très probablement être exaucé. Lors de cette première étape de la capitale gabonaise, l'état-major du candidat a encouragé les militants inscrits à aller voter le 27 août 2016 pour barrer la route au Parti démocratique gabonais au pouvoir. La protection du vote, ce n'est pas l'affaire de Jean Ping seulement. Ce n'est pas l'affaire de la direction de campagne seulement. C'est l'affaire de vous toutes, c'est l'affaire de vous tous. Il faut aller voter d'abord. Tout le monde doit aller voter, tous ceux qui sont inscrits. Même les malades, il faut les aider à aller voter. Après avoir voté, même si vous faites un petit tour, revenez aux environs du bureau de vote parce que la loi dit que l'annonce des résultats, le dépouillement doit se faire en public. En cas de victoire, Jean Ping promet de ne faire qu'un seul mandat de 7 ans. Et sachez qu'Africa 24 a déployé une forte équipe sur place pour vous faire vivre en direct de Libreville à partir de ce soir et tous les jours jusqu'au 26 août, 2 émissions spéciales dans le cadre de la campagne électorale. La première, c'est Enjeux. Elle a pour thème ce soir les enjeux du Port Gentil présenté par Thierry Gogang à partir de 19h15 GMT, suivi du grand débat de la présidentielle qui a pour thème processus électoral, enjeux du scrutin, une émission présentée ce soir par Marie-Angèle Touré à partir de 20h30 GMT. Deuil et colère en République démocratique du Congo. Les massacres survenus à Beni dans l'est du pays ont attisé la colère des populations contre le gouvernement. Ce dernier a proclamé un deuil national de 3 jours. Les explications de Diarandiaï. Les attaques contre les civils se succèdent et se ressemblent à Beni, territoire de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo,
Au moins 51 civils ont été massacrés à la machette dans la nuit du 13 août dans les quartiers périphériques de Beni, selon la société civile locale, 42 d'après les autorités de cette localité du nord-est de la RDC. L'armée congolaise attribue cette tuerie à la rébellion d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées, ADF. Pour le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, l'insécurité dans la région résulte de l'action d'islamistes radicalisés. La réponse est déjà sur place. Nous comprenons le dépit des victimes qui perdent comme ça des proches parents. C'est un dépit qui est partagé par l'ensemble de la population congolaise. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, sur instruction du président de la République, a décrété un deuil national de 3 jours. Donc il est tellement inutile d'insister sur la colère des uns contre les autres. Nous sommes tous victimes de cette action d'offensive terroriste qui vise notre pays depuis 1995. Mais c'est depuis 1995 que ces gens opèrent et que nous sommes les seuls, nous, armée congolaise, à les affronter dans l'indifférence de la communauté internationale. Et donc nous en avons déjà attrapé quelques-uns et nous avons pu identifier des liens entre eux et le groupe Al-Shabaab somalien. Nous sommes donc dans le collimateur du terrorisme international. Il faut que les gens arrêtent de se moquer de nous. Il faut qu'ils arrêtent de nous considérer comme victimes d'une violence congolo-congolaise. Pour l'opposition, cette lecture de la situation est erronée. Selon elle, le gouvernement de Joseph Kabila est responsable de l'insécurité persistante dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement doit démissionner normalement s'ils ont un peu de dignité. Et sinon, elle dit que c'est du terrorisme, mais non, pas du tout, c'est pas du tout du terrorisme. Toutes les autorités qui sont au Congo sont issues des mouvements rebelles. Ils sont issus des mouvements rebelles, donc ils savent pertinemment comment ça s'est passé. Et depuis qu'ils sont là, au pouvoir, ça fait 15 ans, nous avons que des massacres sur massacres. Et donc ça, c'est pas du tout du terrorisme. Ça, c'est de l'incapacité du pouvoir à protéger sa population. Et pour ça, nous demandons, nous, la démission et du gouvernement et de Joseph Kabila, parce qu'il a montré vraiment ses limites. Très sincèrement, il n'est pas capable, il n'est pas en mesure de régler les problèmes de sécurité dans l'est de la RDC. Les rebelles musulmans ougandais des ADF sont présents dans l'est de la RDC depuis 1995. Ils seraient responsables de cette tuerie macabre déclenchée début octobre 2014 dans ce territoire du Nord Kivu, territoire où des groupes armés étrangers et des milices locales règnent en maître sur plusieurs localités, et ce malgré la présence de l'armée congolaise appuyée par la Brigade internationale d'intervention de la MONUSCO. Toujours en République démocratique du Congo, depuis de nombreuses années, le pays ne dispose d'aucun service à la clientèle centralisé. À cet effet, des entrepreneurs congolais ont entrepris de révolutionner le service à la clientèle avec l'installation du premier centre d'appel du pays, dénommé Congo Call Center. Les explications de Olivia Hieré-Dobré. Développer le service à la clientèle, tel est l'objectif du premier centre d'appel indépendant du Congo. Congo Call Center, géré par Feli et Annie Samouna, a été créé en 2009 et emploie aujourd'hui plus de 300 personnes qui gèrent des permanences téléphoniques de service à la clientèle pour les clients d'entreprises tels que Samsung, Tigo et Orange. Grâce à Congo Call Center, les Congolais peuvent entendre des opérateurs aux accents locaux leur fournir des renseignements en français, anglais et lingala. En passant par nous, notre client va pouvoir savoir ce que pense son end-user, ce que veut son end-user. Donc il peut avoir les informations directes de son client, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, avec les ONG, justement, le fait de pouvoir installer des lignes par lesquelles leurs bénéficiaires peuvent le joindre, mais c'est une nouveauté parce qu'il n'y avait pas ça avant. Ce qu'il y avait, oui, il y avait des personnes qui utilisaient des portables, mais avec des portables, vous ne savez pas voir si vous avez reçu tous les appels.
Vous ne savez pas voir si les appels ont été pris selon la qualité qu'il faut. Donc, en passant par un call center, l'outil vous permet de voir tout ça. Aujourd'hui, Congo Call Center génère des revenus de 2,3 millions de dollars US et cherche à étendre ses services dans l'hôtellerie et dans les secteurs financiers. La population, je dirais de l'expérience que nous avons, nous remarquons que les gens facilement prennent leur téléphone. Prendre le téléphone dans le sens où, comme nous appelons par exemple pour faire des sondages, les gens répondent sans problème. Le moment qu'ils comprennent bien que c'est dans un souci économique et pour leur bien-être, ils répondent sans problème. Mais maintenant, c'est plus d'abord amener nos partenaires à comprendre que nous sommes importants et que l'utilisation d'un call center peut vraiment leur faciliter beaucoup de choses. Grâce à l'arrivée récente de la fibre optique, le pays voit l'amélioration de sa connectivité et la réduction des coûts de télécommunications. Les fondateurs des centres d'appel prévoient d'étendre leurs activités à plusieurs villes de la République démocratique du Congo avant de toucher la région francophone. À la page sport, l'Afrique s'organise de mieux en mieux pour lutter contre le dopage dans le milieu sportif. Pour ce faire, plusieurs pays du continent ont pris des dispositions nécessaires. Il s'agit entre autres de l'application de la législation mise en vigueur et surtout de la sensibilisation des athlètes par rapport à cette pratique dangereuse pour leur santé. Les explications de Olivia Hieré-Dobré. Une délégation de 8 athlètes réfugiés venus du Soudan du Sud, de l'Éthiopie et de la République démocratique du Congo, rassemblés sous la bannière olympique, participent aux Jeux de Rio dans 3 disciplines, l'athlétisme, la natation et le judo. Venus pour la plupart du camp de Kakuma au Kenya, leurs familles fondent beaucoup d'espoir sur eux et les soutiennent vivement. Je suis très heureuse et c'est sûr qu'il reviendra un jour pour nous aider. À l'image de Marie, la mère de Paulo Amutum Lokoro, le jeune frère de Rose Natike Lokonienne, rêve de voir sa sœur triompher à Rio. Tous espèrent une amélioration de leurs conditions socio-économiques avec la réussite sportive de ces athlètes. Nous sommes tout simplement fiers d'elle. Quand elle sera là, elle pourra nous loger ailleurs, loin de Kakuma. Au-delà de l'aspect sportif, la participation de ces athlètes s'inscrit dans la recherche de la paix et de la stabilité dans leurs pays respectifs. L'équipe olympique des réfugiés comprend 5 coureurs du Soudan du Sud, 2 nageurs de la Syrie, 2 judokas de la République démocratique du Congo et un coureur de marathon de l'Éthiopie. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Ibrahima Djoumaba. Les athlètes du continent ont brillé sur le tapis des Jeux olympiques d'été de Rio 2016. Ce lundi, David Rudisha conserve son titre. L'athlète kenyan a décroché l'or sur 800 mètres. 4 ans après son sacre à Londres, David Rudisha devance ainsi Toufik Makloufi qui décroche la première médaille de ces Jeux olympiques pour l'Algérie. Médaille d'argent également pour la Kenyane Yvine Kemwa aux 300 mètres steeple femme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.